sur l'étude en question. C'est bon? J'ai l'impression qu'on a du son. C'est bon Merci. pour nous. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour un cas clinique de cheville. Je vous présente aujourd'hui les personnes qui seront là. Grégoire qui va animer toute la séance et se charger de la distribution des rôles. Emric, Salut. M. Kiné qui est kiné et ostéo et surtout qui s'est niqué la cheville qui va nous servir de cobaye. Exprès pour vous. Et Julien Drouot qui est spécialiste chez LPG comme vous pouvez le voir, mais surtout un grand spécialiste de la cheville et que je vous encourage à encourager pour créer son vrai concept sur Instagram sur un nom incroyable. C'est la cheville qui redémarre. Voilà. Un grand spécialiste de la cheville. On a fait tous les trois une vidéo avec LPG sur ma chaîne YouTube et c'était hyper rigolo. Aujourd'hui, on voulait faire une évaluation de la cheville. Toi qui es assez spécialiste de la cheville, comment est-ce que tu l'abordes sur une cheville d'entorse avec une séquelle de trauma? Alors, le mécanisme lésionnel, déjà, il faut le rappeler, la plupart du temps, on est sur une supination de l'avant-pied avec une varisation de l'arrière-pied. Donc, entre guillemets, le calcanus va partir en varisation et l'avant-pied va partir en supination, donc sur ce qu'on appelle communément une entorse externe. Donc, le ligament tibiofibulaire. Attends, 2 secondes. Pour eux, c'est pas agréable. Je mime la cheville. Voilà, j'ai gagné du temps, c'est bon. Donc, le mécanisme de lésion externe, donc ni plus ni moins qu'une mise en tension des inverseurs. On va avoir le ligament collatéral fibulaire qui va être mis en tension. Donc, en fonction du mécanisme lésionnel, on va avoir soit le faisceau antérieur, soit le faisceau moyen, soit le faisceau postérieur. On peut avoir les trois et avec une atteinte sur le compartiment interne. Et bien souvent, ce qui passe, et c'est ce qu'on discutait tout à l'heure en préparant l'intervention, ce qui passe souvent inaperçu, puisqu'on s'adapte à la radio finalement, c'est la syndesmose. Et on a de plus en plus de syndesmoses qui finissent dans nos cabinets, qui sont maltraités, qui devraient être traités par des bottes pendant 4 à 6 semaines et qui arrivent dans vos cabinets pour un compartiment externe, alors que finalement, c'est la syndesmose. La cheville, ça reste un enjeu quand même assez important sur 2 raisons. C'est que vous le savez, aujourd'hui, certains d'entre nous peuvent faire de l'accès direct au niveau de la cheville et de la lombalgie. Ma question, elle est double. Est-ce que vous faites de l'accès direct? Non. Eh bien, pour ceux qui sont diplômés, j'ai juste envie de vous dire que vous êtes des énormes menteurs parce qu'on fait tous de l'accès direct. On n'est pas obligé d'être en MSP pour faire de l'accès direct. Pour la bonne et simple raison que certains patients viennent vous voir pour une douleur d'épaule, ils ont une ordonnance et entre-temps, pendant leur prise en charge, ils se sont tordus la cheville. Est-ce que vous les renvoyez chez le médecin? Non. Donc chez eux, vous devez avoir un examen clinique et un interrogatoire pour pouvoir éventuellement éliminer une présence de fracture ou inclure le fait que ce soit une entorse latérale externe ou alors de syndesmose ou alors tout simplement dans vos activités de la vie de tous les jours. Vous êtes en train de faire un match de foot, de basket avec vos potes, il y a quelqu'un qui se tord la cheville, vous n'allez pas lui dire va voir d'abord un médecin avant que j'examine ta cheville. Donc c'est quand même important pour nous en tant que kiné d'évaluer ça. Emric, tu veux nous rappeler les critères d'Ottawa peut-être? Oui, les critères d'Ottawa, ça va être les éléments qu'on doit prendre en considération pour savoir si oui et non, ou non, pas et non, un patient qui vient nous voir devrait aller passer une radio. Donc, c'est quels éléments en fait nous permettent de savoir est-ce qu'on va suspecter une fracture, parce que c'est la première complication juste après l'entorse. Le premier élément, c'est est-ce que mon patient est capable de faire plusieurs pas consécutifs en posant le poids du corps sur sa jambe. Si ce n'est pas le cas, on va suspecter une fracture. Dans ce cas-là, l'idée, c'est rapidement, on va passer une radio. Le deuxième point, ça va être des éléments de palpation. Et en gros, on va venir palper directement quelles sont les principales zones où on va avoir des fractures ou des arrachements osseux. Le premier, ça va être la styloïde du 5. Donc, on va venir palper directement. Est-ce que oui ou non, on a une grosse douleur à la palpation? Si c'est le cas, ça ne veut pas forcément dire que notre patient a une fracture, mais par contre, ça nous montre que la probabilité, elle est quand même présente, donc on va aller passer une radio. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais c'est suspect, donc on va aller passer une imagerie. Il va y avoir 2 autres points de palpation qui va être de venir palper au-dessus, je crois que c'est 3 ou 5 cm, si je ne dis pas de bêtises, de la fibula, enfin des 2 malléoles, pour venir chercher, est-ce qu'on n'aurait pas un arrachement osseux au niveau de la fibula ou une fracture au niveau du tibia. Donc ça, c'est les éléments qu'on va venir surveiller pour savoir, lorsqu'on a un patient, ou même si ça vous arrive, est-ce que oui ou non, c'est pertinent d'aller passer une fracture. Les critères... Il me semble qu'il me manque qu'un, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un critère d'âge également, 18, en dessous de 18 et au-dessus de 55 ans.
Et également, on peut inclure hommes et femmes aussi. Si de toute façon vous avez le moindre doute, il y a des choses qui existent, même si ça reste peu de preuves aujourd'hui, c'est le diapason. On peut utiliser un diapason. Si vous n'avez pas de diapason, vous utilisez des ultrasons. On a tous des ultrasons qui traînent. Vous mettez en courant continu, en galvanique, vous passez la sonde dessus. Et s'il y a un foyer de fracture, vous inquiétez pas, le patient il le sentira. Et in fine, puisqu'on est de plus en plus à se former, une échographie. Prenez votre échographe et vous pouvez vérifier s'il y a une lésion ou pas. Pour info, les critères d'Ottawa sont fiables, si je ne vous dis pas, entre 95 et 99%. Et par contre, dans le parcours de soins, il faut savoir qu'ils vont être assez rarement mis en place aux urgences. Ils n'auront pas d'outils cliniques, ils vont directement passer la radio. Donc notre patient n'a pas les critères d'Ottawa, ils sont négatifs, il arrive à faire les 5 pas, il n'a pas de critères de palpation. Là, Julien nous mettait un petit warning justement sur cette entorse de la syndesmose. Rapidement, le mécanisme, ce serait quoi ? Le mécanisme lésionnel Ouais. Le mécanisme lésionnel, finalement, c'est simplement une majoration de l'entorse externe parce que le talus, en fait, il va faire une antériorisation. C'est-à-dire qu'il va partir, vous avez le talus qui va partir vers l'avant. Et s'il part trop vers l'avant, il y a un recul des malléoles. Et en fait, le ligament qui est tendu entre le tibia et la fibula, en fait, va s'arracher ou se détendre. Donc ça, vous pouvez le confirmer par des tests. Il existe un paquet de tests. Vous regarderez, il y a le quick step le quick test qui existe. Donc, il y a plusieurs tests de mise en compression ou de translation antéro-postérieure pour vérifier l'intégrité du ligament. Montre-le rapidement sur Emeric, comme tu me l'as montré tout à l'heure. En fait, voilà, l'idée, on va le faire comme ça. Vous maintenez l'avant du pied, vous maintenez l'arrière du pied et on va venir faire une translation antéro-postérieure. Après, il y a la palpation, on le sentira tout de suite. Et l'idée, c'est de créer une distraction entre la malléole externe et la malléole interne. S'il y a le moindre doute, vous renvoyez parce qu'effectivement, quand ils vont sortir de l'hôpital, on va leur dire vous n'avez pas de fracture, c'est une entorse externe. Donc vous récupérez une ordonnance avec entorse externe. Donc si vous faites un bon bilan, vous allez voir que c'est la syndesmose. Si vous faites comme 90% des kinés, c'est une entorse externe, on va tout de suite faire la rééducation. En palpant ici, il aura mal forcément puisque c'est le mécanisme lésionnel prioritaire. Si vous l'oubliez, le patient il va traîner une entorse chronique. En fait, il ne va jamais se rééduquer. Et après, ça peut aboutir à une opération. Voilà. Donc c'est plus une instabilité chronique qui va garder vis-à-vis de ça. Exactement. Ensuite, donc ce que tu voulais revenir, c'était éliminer la syndesmose. On revient sur un cas plus classique de la latérale. Aujourd'hui, dans notre prise en charge, nos ordonnances nous donnent récupération des amplitudes passives, récupération des amplitudes actives ou travail actif et proprioception. Est-ce que tu trouves que c'est encore à jour ce type d'approche et qu'est-ce qui pose problème ? Alors, le problème, c'est que si vous prenez les critères de la HAS, et je crois que ça date de 2000, donc on est un peu en retard, on va vous dire que la proprioception, c'est quelque chose qu'on récupère en dernier. Sauf que c'est ce qui va presque sauter en premier, dans le sens où les fusions neuromusculaires, tout ce qui est appareil de Golgi, tout ce qui permet de travailler. Donc la proprioception, on peut en revenir, on pourra en parler 3 heures, parce que c'est un gros mot qu'on met et qu'en fait ça englobe tout, la synesthésie, la kinesthésie, etc., etc. Donc on part sur quelque chose de simple, un équilibre postural dynamique. Si on le fait, on attend la fin de la rééducation pour leur travailler, on a perdu du temps. Donc c'est ce que j'explique souvent. Je suis des équipes moi de sport, ils font une entorse le dimanche en fonction vraiment du grade de l'entorse. Le lundi, ils sont déjà en travaillant en rééducation sur de la proprioception. Donc vous avez bien compris, je travaille avec LPG, donc j'ai un Uber et ils sont en rééducation directement le lundi pour retravailler dans un mouvement qui ne va pas être lésionnel sur une restabilisation défibulaire du tibial postérieur, du long fléchisseur de l'hallux, etc., etc. Moi, il y a un élément sur lequel j'aimerais insister et que je trouve qu'on voit de plus en plus dans les cabinets, c'est de voir avec les patients, surtout si vous les avez tôt, les délais d'immobilisation. Et en fait, on a trop tendance chez les patients, mais de plus en plus, j'ai l'impression, à sous-estimer l'importance. Certains se sont déjà fait des entorses et se disent « bon, je vais juste marcher doucement, ça va me faire du bien ». Je pense que sur les réseaux, on a aussi beaucoup, nous, prôné éviter le repos complet, rester en mouvement, il faut bouger, le corps a besoin de stimulation pour cicatriser. Mais attention, quand un tissu est lésé, donc que ce soit une entorse de cheville ou une luxation d'épaule, l'immobilisation, elle reste importante et obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, on va vous en reparler. Moi, comme tu me dis là, à J1 et moi, après mon entorse de cheville, bien que j'ai mis une attelle, dès le lendemain, j'ai attaqué de la rééducation. Mais à avoir véhiculé des fois un peu trop ce message de le repos, ça ne sert à rien, sur du traumatique, on peut des fois garder aussi une instabilité chronique parce que dans les premières semaines, on n'aura pas respecté les délais d'immobilisation et malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas récupérer.
Quand on est déjà à 6 ou à 12 semaines, l'immobilisation, elle n'a pas du tout la même valeur que si c'est fait dans les premières semaines. Donc ça, pensez à bien le vérifier avec vos patients, surtout si vous avez la chance de les voir tôt, parce que c'est des trucs qui sont beaucoup plus compliqués derrière. D'autre part, avec votre expérience, vous verrez qu'en fonction des profils de patients et des profils de sport qu'ils font, il n'y a pas la même culture et vous aurez certains sports type crossfit, rugby, où ils vont vouloir reprendre rapidement et où le repos, c'est une perte de temps. Là, pareil dans les sports de combat. Là où il y aura d'autres sports où ils vont être plus observants. Dans le tennis, dans le golf, ils vont être plus observants. En danse, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, la danse, ils ne sont jamais blessés. Ils ont mal tout le temps partout, mais ils ne sont jamais blessés, ils vont s'entraîner en permanence. Donc ça va être notre rôle en tant que kiné, justement, de leur poser des questions et de les amener, si jamais ils bougent trop tôt, trop vite, vers un peu plus d'immobilisation. Et si à l'inverse, ils sont trop immobilisés, de les remettre en mouvement. Le repos relatif, pour moi, c'est mettre en course interne un tissu qui est lésé. Donc si on a un ligament collatéral fibulaire qui est lésé, on va mettre le pied, c'est ce que je fais moi, c'est peut-être pas ce qui est fait partout, mais en l'occurrence, je le fais. Je vais mettre en course interne pour essayer de minimiser la mise en tension, même dans un cas neutre, c'est-à-dire c'est quand même une mise en tension puisqu'on est parti du neutre pour aller vers la lésion, donc finalement en neutre on serait déjà dans la lésion. Donc je vais le mettre en course interne, donc un collatéral fibulaire, du coup je vais essayer de mettre le pied légèrement en éversion pour commencer à retravailler. Après, si on parle un peu de la rééducation, on nous a dit pendant des années, tu veux lutter contre le phénomène d'entorse de la cheville en ligament externe, tu vas travailler les fibulaires. Je rappelle que les fibulaires ne sont pas éverseurs, puisqu'ils font de la flexion plantaire. S'ils étaient éverseurs, ils ne feraient pas de flexion plantaire. Pourquoi tu prends l'accent belge quand tu parles? Je ne sais pas, j'avais envie, bon sang, bonsoir. Donc, on va les retravailler, mais ça veut dire que pour la stabilité de la cheville, on va même renforcer d'autres groupes musculaires qu'on ne penserait pas. Et c'est aussi, là, il y a des travaux qui ont été effectués, je pense, ceux qui suivent la cheville, par François Fourchet, qui est un d'ailleurs, c'est le seul Français à faire partie du consortium international de la cheville, où on travaille sur les intrinsèques du pied et le gainage du pied. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que tu as une entorse du collatéral que tu vas faire automatiquement les fibulaires. Et dernière info, les fibulaires en temps de contraction, en réaction, donc moteur, hein, ça monte, ça redescend, etc., c'est 80 millisecondes de contraction active. Une entorse de la cheville, c'est 60 millisecondes. Donc si tu attends que tes fibulaires ils protègent ta cheville sur une entorse, bah, tu as 20 millisecondes de retard. Concrètement, tu peux me montrer 2-3 exercices que tu peux faire, soit tu imagines que tu es sur un plateau Uber, soit en actif pour nous parler de ces intrinsèques du pied, parce que moi, ça m'échappe un peu. Alors, tout le monde est au courant, hein, on a des intrinsèques dans le pied, on a les mêmes dans la main. Hein. Le court abducteur de la luxe, par exemple, le carré plantaire, ça, ce sont des muscles avec les intrinsèques, après les interosseux, etc. Ce sont des muscles qu'on a qui nous permettent d'écarter les doigts de pied. Je pense que dans vos cabinets, ça, vous avez déjà dû le faire à vos patients, être capable de lever le gros orteil et de garder les pieds. Donc, tu me décolles le gros orteil sans me décoller les... Voilà. Ça... En vrai, essayez. Ceux qui ne connaissent pas trop, essayez, enlever une paire de chaussures, une paire de chaussettes. Et après, on fait l'inverse. On va enfoncer le gros orteil et décoller. Voilà. Ça, voilà. Et ensuite, on peut écarter et resserrer. Donc, il y a pas mal d'exercices qui existent aussi sur le maintien de l'arche longitudinale, l'arche transversale, le short foot exercise, etc. Ouais. Et tout ça, ce sont des exercices qu'on va faire dès l'instant où on a une atteinte au niveau du pied, sur des fascites plantaires, sur alors les fameuses épines calcanéennes, sur tout ce qui est mécanisme d'entorse, même des entorses qui sont compliquées à traiter de Lisfranc ou de Chopard. Il faut retravailler les intrinsèques du pied. Des trucs très simples que vous pouvez créer. Moi, c'est une petite routine que j'utilise souvent avec mes patients au cabinet. Déjà, c'est capacité à lever que le gros orteil. Est-ce que oui ou non j'y arrive sans que le reste décolle? Capacité à lever les autres orteils sans que mon gros orteil décolle. Oui ou non, est-ce que c'est validé? Ensuite, capacité de passer de l'un à l'autre. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ensuite, d'ouvrir. Est-ce que j'arrive à poser mon gros orteil, le petit, mais garder les autres en l'air? Et est-ce que j'arrive à lever mon petit, poser le gros, mais garder les autres en l'air? Et là, on voit que j'y arrive un peu moins bien. Qu'est-ce qui se passe si ça crampe quand on essaie de le faire? Globalement, pas grand-chose. En général, la crampe, elle va arriver quand on va stimuler un tissu, plutôt en course interne, qui n'a pas l'habitude d'être stimulé. Donc, en général, ça va cramper un peu au niveau de l'arche. On relâche un petit peu, on étire, et c'est juste le fait de le repratiquer régulièrement qui fait que la crampe, elle va arriver de moins en moins souvent. De la même manière que sur ce test-là, quand je vous demande de tenir ici, de lâcher, la plupart, ils vont cramper au niveau de l'ischio. Course interne sur un exo que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est la même chose ici. Mais cette capacité-là, vraiment, chez du patient, ça peut vous prendre 5, 6, 10 séances
s'ils le refont bien chez eux, avant de réussir à avoir cette dissociation et pouvoir du coup travailler spécifiquement un peu plus d'abducteurs ou autre chose. Juste pour avoir une temporalité dans ta rééducation, donc là vous m'avez parlé pour le pied, mais tu l'intègres aussi dans ta rééducation de cheville? Oui. Bah, là, on va intégrer ces exercices-là qui sont très faciles à faire au bureau, donc ensuite dans la vie quotidienne des personnes, ça c'est très facile, tu peux même le faire dans la chaussure. Et après, moi, en cabinet, je vais me concentrer sur des exercices avec l'utilisation de matériel pour essayer de me rapprocher le plus du fonctionnel, c'est-à-dire me rapprocher petit à petit de son mécanisme lésionnel et dans son activité. Parce qu'en vrai, ça sert à rien de savoir faire ça. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une lésion au niveau de la cheville, au niveau du pied, c'est parce qu'on ne l'a pas suffisamment entraîné au préalable. Donc on l'a tous, hein, le coureur qui passe du macadam au trail, on n'est pas sur la même surface, on n'est pas sur la même stimulation, on n'est pas sur les mêmes repères et on va se faire une entorse. Donc l'idée c'est de le ramener progressivement vers ça. Attends, Aymeric, tu viens de me dire que ça sert à rien de savoir faire ça, donc ça veut dire qu'il y a une progressivité, tu commences par ça et après tu fais autre chose? Oui, et une fois encore, c'est pas le fait d'être capable de le faire qui va être pertinent, c'est juste le fait de faire ça, ça te donne la capacité de renforcer spécifiquement les muscles qui t'intéressent. Parce qu'en fait, un patient que tu vas mettre jusqu'ici et tenir, si juste tu lui dis tiens en équilibre, il va plutôt tendance à se mettre un peu sur la tranche externe et il va surtout compenser cheville et genou. Par contre, une fois que vous avez travaillé ce pied en décharge, vous allez pouvoir lui donner des outils supplémentaires pour le travailler en charge. Et il y a une vraie différence entre, je te tiens juste pour l'équilibre, être ici et tenir, être ici et là, je vais venir enfoncer mon gros orteil, recreuser mon arche interne et dans cette position, tenir l'équilibre. Et là, j'ai un travail beaucoup plus important des intrinsèques et de ma voûte plantaire par rapport à juste venir tenir en équilibre. Le problème, c'est que si en amont, vous ne leur avez pas fait ce travail spécifique, ils ne pourront pas l'intégrer et ils vont travailler avec des fibulaires et des mollets et pas les intrinsèques du pied. Si on change de métaphore et qu'on prend un peu l'épaule, est-ce que c'est un peu comme si je voulais faire de vraiment l'activation de la coiffe avant de faire du renforcement complet pour pouvoir avoir une activation complète de mes groupes musculaires entre guillemets qui ne s'activaient pas assez? C'est exactement ça. Les muscles du pied, c'est la coiffe des rotateurs de l'arche interne. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à activer une coiffe postérieure, quand tu vas faire tes exercices de musculation du haut du corps, tu ne vas travailler qu'avec ton deltoïde ou ton dentelé hante ou les pectoraux. Par contre, si avant ça, tu as fait une activation de coiffe et que tu as réussi à isoler ta coiffe postérieure, elle va beaucoup mieux s'activer dans ton exercice. Pas parce que tu te seras dit « Ah tiens, en plus de faire ça, j'active mon petit rond », mais parce que l'activation se fera automatiquement. Tout à fait. Julien, avant que tu partes, parce qu'il est 48, as-tu une information clé? En fait, j'aurais bien aimé vous parler de deux études. Une que j'ai fait il y a un peu plus de 6 ou 7 ans sur justement la comparaison entre la proprioception de cheville entre des coureurs macadam, des trailers et des sédentaires. À l'issue de l'étude, donc, on avait à peu près 111 personnes, donc 33, enfin à peu près voilà, une bonne répartition hommes-femmes, tout était vraiment bien calibré. À la fin, il s'est avéré que les résultats, avec quand même un coefficient d'un kappa qui était très intéressant, que tu restes dans ton canapé ou que tu cours sur macadam, tu as la même proprioception de cheville. C'est-à-dire nul. Par contre, les trailers qui sont confrontés énormément à un changement de terrain, à des sols qui sont différents, ils avaient une proprioception qui était 10 fois plus importante. Et même les 60-65 ans avaient une meilleure proprioception que les 18-25 ans qui pratiquaient la course à pied 3 fois par semaine. D'accord ? Donc ça montre aussi que plus tu vas confronter ton organisme à des situations instables régulières, plus tu vas le modifier. Et ça, c'est des programmes que tu as à l'intérieur de toi. Plus tu es confronté, plus tu modifies ton comportement moteur et plus tu es adaptable rapidement derrière. Attends, ça m'intéresse. Moi qui prépare un trail, mais qui suis un trailer parisien, donc qui ne fait que de la route pour préparer un trail, on adore. En gros, tu me conseillerais d'utiliser par exemple un programme de proprio spécifique. Exactement. Ça m'aiderait à ne pas me refaire une entorse de cheville comme j'ai fait en juillet. Exactement. Et en fait, tu vas l'intégrer progressivement. Donc, ça m'amène sur la deuxième étude qu'on a fait il y a quelques temps avec Human Fab, qui comprend donc l'utilisation du Hubert 360 sur les protocoles chevilles. Donc là, j'avais proposé un protocole de rééducation classique avec tout le matériel que vous avez dans vos cabinets, donc classique, comme on rééduque une cheville depuis des années, et complètement la rééducation sur Hubert, donc avec des déstabilisations progressives, du renforcement des intrinsèques avec l'utilisation de ce fameux Hubert, renforcement du long fléchisseur de la luxe qui a un rôle important puis qui resserre la mortaise lors de l'appui en chaîne fermée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a des résultats où on va jusqu'à 48% d'amélioration de la force de certains groupes musculaires. On réduit de 17% le risque de récidive par rapport à une amélioration de la proprioception, etc. Donc ça, je vous invite à vous rendre sur le site pour
pour voir et aller un peu plus loin dans cette étude, mais ça montre que si tu te confrontes régulièrement à des programmes de déstabilisation avec ta cheville et tu renforces en même temps tes muscles intrinsèques et extrinsèques du pied, tu limites potentiellement la lésion. Avant que tu ne partes, Julien, à quel moment est-ce que tu inclus le froid, la physio, les ultrasons? Le soir chez lui quand il rentre à la maison. Tu le fais plus en cab? Les ultrasons, j'en fais très très rarement. Le froid, si on peut en faire si vraiment je lui ai un peu inflammé et voilà, je lui mets après avec la cryocompressive. Mais sinon, je conseille aux patients de le faire. Et honnêtement, avec les réseaux aujourd'hui, ils savent déjà le faire à la maison. Dernière chose, est-ce que le travail d'amplitude avec la thérapie manuelle, la main, c'est quelque chose que tu travailles? Oui, mais en fait, j'ai développé des programmes avec des élastiques sur Uber qui me permettent de le faire avec une postériorisation du talus avec un élastique, une varisation de l'arrière-pied. Et donc, je le fais mobiliser dessus. Mais tu n'enlèveras pas que si tu as un talus qui est antérieur, il faudra le repositionner en thérapie manuelle. Et il y a des exercices d'amélioration de la flexion plantaire et de la flexion dorsale que tu peux faire aussi. Et des tests, le WBT, je crois que c'est un test effectivement où tu vérifies l'amplitude. Ça, il faut le faire. Si jamais les gens qui sont là voudraient aller plus loin et voir visuellement ce dont tu parles, il y a un support sur lequel ils pourraient retrouver tout ça? Vous repassez sur le site LPG, il y a un QR code qui vous emmène sur la page de l'étude qui a été très bien fait. Vous aurez tous les résultats. Et puis après, il y a quand même pas mal de vidéos qui ont été faites aussi avec le choix d'exercice, positionnement des élastiques. Tout ça sur LPG. Sur le stand, ouais. Ok, super. Ouais. Je vous remercie. Hein. Bonne fin de soirée. Merci. Ciao. Écris ta chaîne Instagram. Crée ta page Instagram. Ce qu'on voulait voir maintenant avec vous, c'est... Toi, tu avais peut-être soit le cas pratique ou des exos, ou alors peut-être un peu de thérapie manuelle dessus. On leur demande ce qu'ils préfèrent. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous qu'on voit des exercices ou plutôt de thérapie manuelle? À main levée, exercice. À main levée, thérapie manuelle. Eh ben, ça part en exercice. Ça part en exercice. On part sur quoi? En fonction de la période ou... Ouais, en fonction de la période, ça peut être bien. Tu peux faire première semaine, Ouais. deuxième semaine, troisième. En gros, ce qu'on peut vous présenter, c'est que, comme on vous l'a dit, dès le début, il n'y a pas besoin de repos complet. Ce qui marche le mieux dans un premier temps, ça va quand même être le travail statique. Parce qu'on reste sur une immobilisation et que même s'il y a des degrés de liberté qui sont disponibles, on va quand même essayer de limiter un maximum. Et donc là, tous les exercices qu'on vient de faire, au niveau du pied, vous pouvez les faire même en dynamique, ça c'est pas un problème, mais au niveau de la cheville, on va juste venir stimuler en statique tous les groupes musculaires, donc les fibulaires, plutôt du tibial postérieur, et on peut même travailler un petit peu de triceps sural ou de mollet en statique. Ça va être dans les premières semaines, ça a plusieurs intérêts. Le premier, un effet drainant. Le deuxième, un effet antalgique. Et le deuxième, on va essayer de limiter un maximum la perte musculaire. Je voulais poser une question ? Est-ce que c'est conseillé de de prendre des béquilles ou pas? Parce que ça, c'est une grande question. Je vais y aller, mais je crois qu'on a la même réponse. Hein. Moi, ma réponse, elle est oui, globalement. L'intérêt, c'est d'éviter les phénomènes douloureux dans la mesure où on peut les éviter. Et si derrière, tu as une lésion et que tu vas vouloir décharger, tu as plutôt intérêt à faire ça. Et je trouve que parfois, comme l'avait dit un peu Aymeric au début de la conférence, on veut aller trop vite. C'est des structures qui sont assez sensibles et si jamais on veut aller trop vite, la plupart du temps, on va le payer longtemps derrière. Donc, je pense que ça va dépendre du type de lésion, mais moi, ça m'arrive souvent de dire aux gens, il est temps de mettre des béquilles, en fait. C'est pas normal que vous soyez là en train... De toute façon, dès que sa marche va être vraiment altérée et que chaque appui va être douloureux, vous pouvez pas vous tromper à le décharger. Oui. Dans la même logique que pour les béquilles, pour les attelles, du coup, et si oui, pour quelle temporalité ? Alors, la temporalité, elle va être propre à chaque lésion. Donc là, c'est impossible de répondre. En général, on va quand même tourner aux alentours de 3 à 6 semaines pour une grande majorité des entorses. Et les attelles, ça va aussi dépendre de la gravité de la lésion. Tu peux aller en réalité, c'est une entorse extrêmement légère. Et moi, je peux limite plutôt conseiller une chaussette de contention pour stabiliser très légèrement et avoir un petit retour, à la botte complète avec appui interdit dans un autre extrême. Donc là-dessus, ça va dépendre. Et plus l'entorse va être grave, plus moi, je vais rapidement conseiller une imagerie aussi pour poser le diagnostic de... tout à l'heure, on a vu, on peut avoir différents faisceaux atteints. Dans une grande majorité des entorses, il n'y a pas besoin de savoir si c'est un faisceau antérieur ou antérieur et moyen. Mais dans le cas où on a une rupture complète de l'antérieur associée du moyen, plus l'entorse est grave, plus la pertinence de l'imagerie se prête. Ce n'est pas à nous de choisir, de toute façon, c'est les médecins qui prescrivent si on fait une écho ou une IRM. Et c'est ça qui va aussi te permettre de connaître un peu tes délais d'immobilisation. Dans ton équation globale entre quid de la protection et quid de la remise en charge, ce que tu veux, c'est plutôt protéger en infradouloureux
et remettre en charge en infradouloureux sur les 3 à 6 premières semaines dans tes délais de cicatrisation. Donc ça va être plutôt une période où on va vouloir, entre guillemets, un peu trop protéger que de vouloir remettre en charge trop rapidement. Ça veut dire quoi? Si jamais tu privilégies des exercices en isométrique infradouloureux, tu as tous les bénéfices de l'activation que tu as évoqué, Aymeric. Et dans la vie au quotidien, souvent les patients vont nous poser des questions très pratiques. Ok, est-ce que je dois mettre des béquilles? Ça vous fait moins mal quand vous avez les béquilles? Oui, bon, mettez-les. Ah, mais là, ce week-end, j'ai un truc de prévu, ça me fait chier d'avoir les béquilles. Bon, c'est quoi? C'est un mariage? Ouais. Bon, alors à ce moment-là, dans la mesure du possible, essayez de ne pas trop picoler. Si jamais vous picolez, bon, on essaie d'alterner un maximum avec de la flotte. Le soir, ce que vous pouvez faire, ça va être éventuellement de dormir avec un oreiller. Ouais, mais quand je dors la nuit, juste le drap, ça me fait mal. Bon, à ce moment-là, la nuit, ça vaut le coup avec de l'alcool de mettre, si vous avez pris de l'alcool, de mettre la telle. Ou alors, il te dit souvent, j'ai pas mal la journée, mais par contre, la nuit, les retournements sont douloureux. Et à ce moment-là, ne mettez la telle que dans la nuit. Ou alors, la personne va te dire, j'ai une randonnée prévue ce week-end, ça fait 2 semaines que j'ai plus mal, mais j'ai peur d'avoir mal. Écoute, mettez la telle dans le sac, et puis si à la fin de la journée, vous sentez que ça tire, c'est pas déconnant de mettre la telle. Tu vois, pratiquement pratique, d'être sur du bon sens, vous serez surpris de voir à quel point nos patients, parfois, ils ont besoin d'une deuxième couche de bon sens. Information qui va vous aider, soyez clairs là-dessus. Non, mettre une attelle ne démuscle pas. Ce qui démuscle, c'est plutôt le fait de ne pas faire de l'actif à côté. Donc mettre une attelle, et c'est pareil pour les ceintures lombaires, on ne démuscle pas avec un maintien. Et il vaut mieux en fait maintenir du mouvement et de l'activité en infradouloureux que de vouloir maintenir du mouvement avec de la douleur, parce que même si ta structure va cicatriser, tu peux passer par d'autres composantes de la douleur au niveau du système nerveux central que tu vas finir par payer plus tard. Donc n'ayez pas peur d'être dans le bon sens et vraiment dans du bon sens de conseil. Tu as plus ou moins répondu. En fait, c'est par rapport à la telle. Des fois, il y a des patients qui arrivent avec ils sortent des urgences. On leur dit vous gardez la telle, par exemple, 2 semaines. Donc, toi, tu dis 3 à 6 semaines. Donc, après, nous, qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre là-dessus? Voilà. C'est une super bonne question. Gardez en tête que ça, je vous invite vraiment toujours à essayer dans votre tête et dans votre carrière de collectionner les expériences patients en fonction de par quel service ils passent. Aux urgences, on ne va pas se mentir, leur rôle à eux, c'est de savoir est-ce que tu vas crever ou tu ne vas pas crever. C'est rare de crever d'un trauma de la cheville, ça arrive. Et donc les mecs, vraiment, c'est des Dr House en puissance, ils n'ont plus envie de se faire chier avec des simples entorses de cheville. Et donc ils vont demander à l'interne de balancer juste un diagnostic comme ça qui n'a aucune valeur. Nous, comment est-ce qu'on récupère ça? Ça va créer du conflit chez notre patient. Le médecin m'a dit ça et le kiné va faire ça. Je trouve qu'il y a différentes façons de l'aborder. Le critère numéro 1, c'est notre gueule à nous. Plus on a des cheveux blancs, plus on est crédible, plus on a l'air jeune, moins on est crédible. Il faut jouer avec. Deuxième chose, c'est d'assumer le fait qu'il n'y ait pas toujours le même discours. Par exemple, sur ça, c'est, vous savez, vous êtes allé aux urgences, ils vous ont évalué rapidement, et eux, leur rôle, c'est surtout de savoir que vous n'allez pas mourir. Là, moi, ça fait 2 à 3 semaines que je vous vois, voici ce que j'ai observé. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce que j'évoque? Je me sens bien. Ok, très bien, on va continuer là-dessus. C'est pas agréable pour moi le fait d'avoir 2 sons de cloche. Ok, je peux comprendre, on peut en reparler avec votre médecin. Mais vous serez très surpris de voir en fait à quel point exprimer les malaises potentiels de nos patients et justement d'essayer de les accompagner sur leurs réponses, ça va les aider. Okay. Maintenant, j'aimerais vous présenter un autre exo que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux, mais sans forcément toujours bien le comprendre. Et je l'aime beaucoup parce que vous allez pouvoir le garder pendant une grande période de votre rééducation en fonction des délais justement et des sensations de ces patients. Ces exercices s'appellent des CARS, ça veut dire contrôle articulaire rotatoire. Donc pour faire simple, c'est des ronds de cheville. Okay, les mecs n'ont rien révolutionné, ils ont juste mis un nom sympa. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et c'est pertinent? Quand vous êtes dans les premières périodes, donc on est plutôt à 1, 2, 3 semaines, je veux commencer à remettre mon patient en charge, en mouvement, mais je sais qu'il n'a pas complètement cicatrisé. Et bien vous allez pouvoir faire ces mouvements de cheville, mais en vous fiant à la douleur du patient. Et autant il y a plein de cas où on ne peut pas faire confiance à la douleur des patients, surtout quand ils ont mal depuis longtemps sur des douleurs chroniques, autant en aigu, la douleur est un excellent indicateur de qu'est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. Répète-le, ça c'est important. Autant lorsque les patients ont mal depuis longtemps, la douleur n'est pas forcément fiable et on ne peut pas se permettre de toujours l'écouter pour savoir si on est dans le bon dosage ou dans le bon exercice. Parce qu'il y a d'autres phénomènes d'adaptation qui se sont créés. Mais quand on est en aigu, qu'on a une réaction inflammatoire, un saignement, qu'un tissu a été lésé, la douleur est un excellent indicateur de savoir est-ce que je suis dans le bon. La douleur pendant, mais évidemment la douleur après. Donc quand on va faire ces mouvements de CARS de cheville, évidemment on va éviter et limiter la position de l'entorse. Et du coup, vous allez pouvoir dire à votre patient, vous faites le plus grand arc de cercle possible en arrêtant au niveau de la douleur.
Donc en général, il va venir monter, ça ira à peu près. Il va partir en externe, ça va aller. Il va commencer à descendre. Clac, là il a un peu mal, ok, je m'arrête. Je reste un peu bas, j'essaie de partir légèrement en interne. Ah, là j'arrête, je commence à avoir mal. Je remonte doucement et je repars. Et en fait, en faisant ça, musculairement, vous stimulez l'intégralité des muscles de la cheville dans toutes les directions. Vous n'allez pas étirer le ligament lésé parce que vous arrêtez au moment où vous commencez un peu à le mettre en tension, vous commencez à étirer les fibres nociceptives, hop, il s'arrête. Donc vous ne luttez pas contre l'immobilisation et vous stimulez. Et vous faites dans un sens et dans l'autre. Cet exercice, au début, extrêmement infradouloureux, mais il peut y aller très fort. C'est-à-dire que quand je pousse en extérieur, je vais contracter mes fibulaires, je peux vraiment être sur du 80-90% de contraction. Pareil lorsque je remonte, et quand j'arrive en interne, là, je baisse l'intensité parce que j'écoute ma douleur. Et lorsque je vais arriver dans un deuxième temps de ma rééducation, où je sais que la plupart des processus de cicatrisation ont beaucoup avancé, 6 semaines, 9 semaines. En général, les patients, vous les avez encore en cabinet, ils ont encore des douleurs. C'est en général la période où il va falloir revenir étirer justement le ligament pour lui redonner un petit peu de souplesse et lutter contre l'enraidissement qu'on avait mis en place. Et les potentielles néovascularisations et néo-innervations qui seraient sensibles à la position d'étirement. Et donc là, en décharge, lentement et en confiance, le patient va venir réexplorer ces amplitudes-là, douloureuses. Vous allez voir, souvent, ça va un peu sautiller parce qu'il n'y a plus du tout de contrôle moteur dans cette zone-là, parce qu'il ne l'a pas exploré pendant environ 6 semaines et qu'en plus, il y a eu des saignements et un mouvement traumatique qui crée une inhibition musculaire. Donc, c'est une excellente remise en charge. Et dans un troisième temps de la rééducation, quand justement, là, cette fois, les patients, vous allez recharger sur l'étirement du ligament. Y compris là, sur du mouvement lésant. Exactement. Là, on va vraiment être sur du maximum de contraction dans votre art de cercle. Et donc, vous voyez que le même exercice, selon l'amplitude et l'intensité que vous allez mettre, vous n'aurez pas du tout le même bénéfice en rééducation, mais pourtant, il reste extrêmement pertinent. Est-ce qu'à côté de ça, tu penses que ça fait sens de faire, par exemple, juste de la marche ou juste du vélo sur une cheville? Oui, alors tout dépend des délais. Le vélo, excellent, parce que du coup, tu vas avoir un effet circulatoire, un effet anti-inflammatoire. Donc, à titre personnel, dès que la douleur était réduite, pas à zéro, j'ai rattaqué le vélo. Et en plus, tu n'as pas d'impact et pas de mouvement ou de risque d'inversion-inversion, donc extrêmement pertinent, quels que soient les délais. Globalement, c'est aussi hyper intéressant pour tous les phénomènes de cicatrisation d'avoir une activation de la pompe cardiaque pour avoir un bon échange des nutriments. Quelle est la place, Aymeric, que tu accorderais au travail de force là-dessus? Le travail de force, j'y accorderai pas mal d'importance en fin de rééducation, mais surtout, et c'est là où il faut être capable d'individualiser en fonction du profil de mon patient. De quoi va avoir besoin mon patient en fin de rééducation. Et là, vous allez avoir d'énormes différences entre une personne qui fait de la course sur route, qui va faire du football, un sport d'appui contact ou du trail. La force, elle va être intéressante dans 2 régions. Le membre inférieur dans son ensemble, parce qu'on sait qu'après une entorse de cheville, on a une fonte, on a une perte de force musculaire sur l'intégralité de la membre, et particulièrement au niveau des moyens fessiers. Au bout de combien de temps? Alors ça, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines. Ouais. Mais entre guillemets, du coup, vous devez retravailler l'intégralité. C'est vrai que des fois, on a tendance à se focaliser sur la cheville. Mais en fait, il faut que votre patient il fasse de l'unilatéral. Donc, il va venir faire du pistol sur chaise. Il va venir faire du squat bulgare pour charger la jambe de devant. Du travail de force comme ça, de manière globale. Du travail de moyens fessiers à veste élastique, en clamshell, à ce niveau-là. Tous ces exercices-là, c'est extrêmement intéressant. Qui sont aussi au passage des exercices de prévention de blessures qu'on va retrouver chez les coureurs notamment. Ouais. Et après, à quel point est-ce que je vais aller chercher de la force max? Ça, par contre, c'est moins intéressant d'avoir une grosse capacité de développer de la force sur ces muscles-là. On a, par contre, beaucoup d'intérêt à venir travailler en endurance. Un exercice que moi, je vais être amené à donner aux patients que j'aime beaucoup, ça va être, par exemple, alors ça demande un chouïa de montage, mais de le mettre dans cette position-là, de lui mettre un poids qui va l'emmener vers le sol. Donc, il va devoir résister avec ses fibulaires sur cette position-là. Par exemple, une kettlebell que vous pouvez mettre au niveau du pied, mais ce n'est pas le truc le plus agréable. Non, moi en général, j'ai une sangle ou sinon j'ai une poulie dans ce sens-là et ils se mettent là, la poulie les emmène là, ils doivent résister. Et ensuite, je leur demande de faire flexion plantaire, flexion dorsale pendant 1 à 2 minutes. Donc ils vont travailler long fibulaire, court fibulaire, en endurance sur des variations de longueur de course. Et ça, je leur demande 2-3 tours d'affilée. Ta tension, elle est là. Là, je tire sur ta cheville, mais tu fais de la flexion-extension et toi, tu résistes contre l'inclinaison. En gros, j'ai une force qui m'emmène là. J'ai une force qui, je peux le faire en fait. Une force qui m'emmène là. Donc, soit ma poulie, soit je me mets sur le côté et ça va être ma charge. Et je résiste contre la position et je viens faire ici pour travailler mes différents fibulaires. Donc, en fait, j'ai un travail statique des fibulaires pour éviter que ma cheville elle parte, mais j'ai quand même de la variabilité dans la longueur de course.
Désolé de le dire, mais c'est vrai que finalement, c'est quand même à la fois plus varié, ça fait un peu plus de sens que de travailler uniquement sur du Bosu avec du déséquilibre. Est-ce que pour autant le Bosu, c'est nul à chier, c'est quelque chose que tu fais plus? Non, je l'utilise toujours. Alors, pas le Bosu en lui-même, parce qu'on n'a pas le Bosu au cabinet, mais en fait, ça reste à la fin de la rééducation, il faut créer de la déstabilisation et de l'instabilité, il faut la varier. Donc en fait, le Bosu c'est bien, mais faire que du Bosu c'est de la merde. Et l'idée c'est de varier. Travailler au sol c'est extrêmement pertinent, mais à un moment donné ça ne va pas être suffisant. Renforcer les muscles c'est pertinent, mais à un moment donné ce ne sera pas suffisant. Et cette variabilité, elle va s'associer à la spécificité, une fois encore, de la demande de votre patient. Ce qu'il y a d'intéressant et d'assez novateur, c'est peut-être que jusque-là, on avait une idée de se dire, quand on va travailler du déséquilibre de la cheville, ça va être capable de répondre à du déséquilibre de cheville dans la vie de tous les jours. Là, on est un tout petit peu revenu, c'est que malheureusement, les déséquilibres de la vie de tous les jours ou du déséquilibre lésionnel sont très spécifiques. Faire très simple, si jamais je suis très bon sur du trampoline, ça ne veut pas dire que je serai bon sur, sur du patin à glace. Si je suis très bon sur un skateboard, ça ne veut pas dire que je serai bon sur un snowboard. Donc en fait, faire du renforcement comme Émeric l'a fait, c'est un peu la base qui me permet de remettre en charge tous mes tissus de façon progressive, proportionnelle par rapport aux symptômes et à essayer d'avoir une base la plus large possible pour essayer de répondre à tous les déséquilibres de la vie de tous les jours. Et après, évidemment, on peut avoir une individualisation du traumatisme lésionnel en fonction du sport pratiqué par l'individu. Avez-vous des questions, les amis? Il y en a quelques-unes déjà. On est bon? Ouais. Je trouve ça intéressant sur la notion de bilan pour l'entorse de cheville. Est-ce que vous utilisez au quotidien le ROST? Je ne sais pas ce que c'est. Donc la question c'est, est-ce que vous utilisez le ROST pour le bilan de cheville? Ouais. Rapproche beaucoup plus ton micro. En gros, c'est alors nous on est toujours en formation et en gros on nous l'a explicité, c'est les dernières recommandations pour bilanter l'entorse de cheville et on explore justement le côté thérapie manuelle en alliant justement aussi les exercices proprioception, force musculaire et en gros c'est pas un art décisionnel, c'est une suite de critères, il y en a 12 et voilà. Donc celui-là spécifiquement, je t'avoue que je ne l'utilise pas. Par contre, moi ce que je vais utiliser, ça va être des questionnaires et des tests de retour au sport. Donc ça, je vais l'utiliser avec du single hop test par exemple, des choses comme ça, ou des tests de mesures spécifiques. Mais ce protocole-là, non, je ne le connaissais pas. D'autres questions, les amis? Ouais, Benjamin? Vous parlez du renfort en général quand on est blessé, mais est-ce que c'est intéressant de continuer à faire du renfort? Par exemple, quand on fait de la course à pied, muscu et tout, et combien de fois par semaine? Même si on n'est pas blessé ou quoi? Ça n'a absolument plus rien à voir avec cette conférence, mais ça reste intéressant. On a le temps ou pas? Il y a quelqu'un après nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un après nous, messieurs? On va juste vérifier. Tom? À 15, il y a quelqu'un? Il est 8, on peut répondre. C'est toi après? On a droit à une dernière question ou il faut qu'on te laisse la place? Ouais, ok. Donc si je comprends ta question, c'est quand je fais de la course à pied, est-ce que j'ai intérêt à faire du renfort? Oui. Henri? Après la blessure. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Déjà, le côté renforcement, prévention des blessures en course à pied, il y a beaucoup de papiers qui montrent que c'est pas si efficace que ça. Moi, je trouve que la manière dont c'est proposé dans les études pourrait être améliorée. Donc, j'ai tendance à penser personnellement que c'est efficace, mais que la manière dont c'est proposé, ça ne l'est pas. Par contre, en prévention des blessures, oui, et ça dépend aussi depuis combien de temps est-ce que tu es blessé. On sait que lorsque tu as une blessure, déjà, quelle qu'elle soit, dans la première année, tu augmentes la probabilité de te refaire mal sur une autre zone même qui n'a aucun rapport. Et derrière, ça va valoir le coup, parce que si tu t'es blessé dans cette région-là, mis à part si tu t'es pris un sanglier dans la montagne, souvent, ça montre quand même qu'il y avait un maillon faible dans ta structure. Que ce soit de l'endurance, que ce soit de la force, que ce soit une cheville sur une séquelle, etc. Donc moi, je préconise aux patients de continuer les exercices que je leur donne, mais par contre, de baisser la régularité. C'est-à-dire qu'au cabinet, moi, les patients, je vais les voir peu, une fois par semaine ou tous les 15 jours, mais je vais leur dire ces exercices, selon la période de la rééducation, ça peut passer de tous les jours à 3-4 fois par semaine. Et je vais leur dire, ok, maintenant, vous avez vraiment tout récupéré, mes tests sont positifs, tout va bien, gardez-les quand même. Gardez-les une fois ou deux par semaine, vous les intégrez en échauffement, vous les intégrez sur un jour de repos. Vous ne pouvez pas vous tromper à être un peu plus fort, un peu plus stable que ce que vous étiez avant de vous blesser. On est bon? On est bon. On a encore le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pas besoin. Écoutez, merci beaucoup à tous en ce cas-là. Merci tout le monde. Et Damien, tu vas nous parler de quoi?
Oh, ultra intéressant. Là, on va avoir Damien. Ah, ben, j'ai plus de micro. Damien qui va nous parler du hors nomenclature. Je vous invite à rester parce que